Bon, on va commencer. Alors, merci, merci beaucoup à tous nos invités et à vous d'être là avec nous. On va juste commencer cette... si j'arrive plus à parler, si j'ai plus de voix à un moment donné, je passerai le relais. On va juste commencer par vous remercier de votre présence avec un petit cadeau. Chacun, voilà, joyeuse Pâques. Voilà, c'est pour détendre l'atmosphère et faire que vous soyez contents d'être là. Voilà. Voilà, les subventions SACD. Voilà, vous savez où elles passent. Voilà, mais Roma, je te laisse. Oui, donc voilà, comme ça vous avez la motivation, vous savez ce qui vous attend si un jour vous êtes là pour parler pour ces concepts. Donc bienvenue à tout le monde, merci d'être là nombreux. Je voulais remercier la SACD qui nous accueille toujours pour faire ce type d'activité, ces concepts. Je voulais aussi remercier la GRAF, même si on n'a pas organisé cette soirée ensemble, mais parce que c'est l'un des organismes aussi à regarder quand on veut faire de l'animation. Et je voulais vous présenter brièvement ces concepts. Donc moi, je m'appelle Roma, je suis coprésidente de ces concepts avec Chloé. Et ces concepts, c'est une association de scénaristes émergents. On est aujourd'hui 400 membres dans toute la France. Et la particularité de nos membres, c'est que c'est des profils très différents, souvent des jeunes auteurs, autrices qui terminent leurs études, mais pas que, aussi des scénaristes qui font une reconversion, donc qui s'intéressent au cinéma depuis longtemps ou qui découvrent cette écriture. Donc voilà. Pour ces concepts. Et donc aujourd'hui, on va faire une masterclass sur l'animation parce que parmi nos membres, il y en a beaucoup qui s'intéressent à cette écriture et ça nous a paru très intéressant et on a beaucoup de chance ce soir de compter avec nos intervenants à qui je vais donner la parole pour qu'ils se présentent rapidement, qu'on puisse commencer notre échange. Je vous rappelle aussi que cette masterclass va être enregistrée et qui donc c'est important de répondre aux questions et de poser les questions dans le micro. Et aussi, on va avoir un temps de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à participer. Merci. Voilà, je passe le micro. Bonjour, donc je m'appelle Jérôme Mousquedet, je suis réalisateur d'animation depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai réalisé beaucoup de séries depuis Code Lyoko, en passant par Lou, Sherlock Yak, Heidi, Maya, enfin bon, plein de choses. Et depuis 4 ans maintenant, j'ai créé un studio avec des associés qui s'appelle Dada Animation, un studio où on fait de l'anime. Donc je deviens un peu producteur artistique après avoir été réalisateur, même si je réalise encore au sein du studio. Et puis je vous raconterai un peu comment ça se passe. Et tu es aussi le président, un des coprésidents de la GRAF. Oui. Attends, juste pour dire, oui, effectivement, je suis coprésident de la GRAF et c'est pour parler un petit peu de la GRAF parce que Virginie, elle est présidente de la SACD. Et donc la GRAF, c'est une association des auteurs groupés de l'animation française. On réunit, c'est la seule association qui a 20 ans, qui a plus de 20 ans aujourd'hui et qui réunit les 3 catégories d'auteurs qui sont les auteurs scénaristes, les auteurs graphiques et les auteurs réalisateurs et réalisatrices. Et parce qu'on est convaincu à raison qu'une série d'animation ou un film d'animation se fait avec ces 3 auteurs et dans la collaboration de ces 3 auteurs. Et donc voilà, moi je suis coprésident donc, et du collège réalisateur. Voilà, moi je suis Virginie Jallot, je suis une réalisatrice d'animation, donc ça fait pas loin de 30 ou 35 ans que je travaille dans l'animation et 23 ou 24 ans en tant que réalisatrice d'animation. Donc j'ai réalisé des séries comme Atomic Betty, Le Petit Spirou, Diego et Ziggy, Mirou Mirou. J'ai réalisé encore bien avant, des clips, des formats beaucoup plus courts. Et je suis élue administratrice animation à la SACD et élue cette année à la présidence de la SACD. Voilà, je développe aussi, j'écris pour le cinéma d'animation. Bonjour, donc moi c'est Anastasia Enzel. Moi je suis scénariste depuis 10 ans, mais j'étais en production déjà à l'époque de Maya l'abeille, mais moi j'étais sur Maya l'abeille 1,
J'étais coordinatrice d'écriture. Après quoi, je suis devenue scénariste à plein temps. J'ai travaillé en Finlande pour Rovio, la boîte de jeux vidéo et d'animation qui faisait Angry Birds, la série. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur Totally Spies, le reboot. Oggy et les cafards, le reboot. Il y a beaucoup de reboots en animation, il faut le savoir. Angelo à la débrouille, voilà, des trucs comme ça. Et j'ai aussi fait je fais aussi du live. J'ai notamment coécrit sur la série Parallèle, qui était la première série française Disney+. Voilà. Bonjour. Bonsoir, pardon. Donc moi je suis Stéphane Pierrat, moi aussi ça fait longtemps, comme Jérôme, ça fait pas mal de temps que je travaille dans l'animation. Alors moi j'ai enchaîné plusieurs postes, hein. J'ai été auteur graphique, j'ai été scénariste, j'ai écrit beaucoup de scénarios pour des séries d'animation. J'ai réalisé aussi plusieurs séries et des courts-métrages. Et je suis aussi et ensuite je me suis lancé dans la production où j'ai produit plusieurs courts-métrages et notamment des courts-métrages qui utilisaient des techniques vraiment je pense que j'ai fait des films dans presque toutes les techniques possibles. Ça va de l'animation de particules jusqu'à la stop motion en passant par la peinture animée et la 3D. Voilà, et ça fait presque 2 ans que je suis maintenant que je dirige la section animation de l'Atelier de Sèvres, qui est une école d'animation à Paris. Voilà. J'ai mon gris, mais je vais le garder en plus parce qu'avec les microbes, sinon ça va être sympa. Donc merci pour vos présentations. Alors, on a regardé un petit peu les rapports du CNC notamment pour essayer de comprendre un petit peu l'animation. Et il y a des choses qui ressortent. Déjà, c'est que c'est le genre qui est le plus exporté par rapport à la prise de vue réelle. Donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'on en parle peut-être moins, alors que c'est vraiment un genre qui fonctionne très bien et qui fonctionne très bien à l'international. Et la France est très forte là-dedans. On a plein de grands studios, Xilam pour citer évidemment le plus connu, mais qui du coup sont des fleurons de l'activité française. Il y a aussi, c'est d'habitude un genre qui est très réservé aux 4-14 ans, et puis on se rend compte que ça bouge beaucoup, et que du coup l'animation elle devient beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'on s'imaginait au début, via les mangas qui attirent les jeunes, mais pas que. Et ça coûte. Et le premier biais par lequel je vais rentrer, puisque c'est un monde qui, quand on démarre scénariste, à moins d'avoir été tout de suite baigné dedans avec une envie spécifique, on n'imagine pas bien tout ce que ça implique et tout ce que ça engendre. C'est pour ça qu'on est content d'avoir un panel comme ça de talents différents dans la fabrication. C'est un genre qui coûte très cher et beaucoup plus cher que la fiction. Ça, c'est le truc qui ressort et qui nous a marqué. Est-ce que, du coup, on peut commencer, par exemple, à s'imaginer, la question, je voulais te la poser d'abord à toi, Anastasia, qu'est-ce qui fait que quand on écrit de l'animation, on s'imagine que ça va coûter plus cher? Qu'est-ce qui fait que dans l'écriture, il va y avoir un impact plus cher? Après, évidemment, on parlera de la technique, mais comme on a un panel de scénaristes, est-ce que dès l'écriture, c'est quelque chose qui s'envisage? Je ne sais pas si j'ai compris dans le bon sens. C'est un genre ça coûte très cher de faire de l'animation. Donc en fait, bon après moi je connais plutôt la série, mais bon long métrage, série, court métrage, c'est quand même. En fait c'est très lourd à produire parce qu'il faut écrire, puis après il faut dessiner, puis enfin faut faire du design, puis ensuite il faut mettre en couleur, puis ensuite il faut modéliser. Si on fait de la 3D, c'est très très long. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Du coup, en fait, l'écriture, elle est donc du coup aussi souvent, comme c'est très coûteux, souvent c'est des coproductions internationales. On a beaucoup de coproductions, par exemple franco-canadiennes, franco-allemandes, franco-anglaises, franco-américaines. En fait, pour qu'une série soit rentable, il faut qu'elle soit vendue dans au moins 200 pays. Voilà, donc en gros, autant vous dire que quand vous écrivez pour l'animation, il y a un cahier des charges à remplir pour de nombreuses personnes en fait qui vous lisent, à savoir les diffuseurs, les responsables de safety and practice qui vont vous dire attention, il faut toujours que l'enfant porte un casque sur la tête quand il fait du vélo parce que sinon les enfants vont reproduire ce schéma dans la vie.
Et du coup, et puis pareil, du coup, on peut pas. Enfin, tout le monde a tendance à dire oui, l'animation, c'est hyper créatif, c'est hyper visuel, on peut inventer ce qu'on veut. Oui, oui et non, parce qu'en fait, tout ce que vous inventez, il faut le créer en fait. Les personnages, les accessoires, et en animation, on va vous demander beaucoup de faire de la réutilisation. Par exemple, si on crée un décor pour un épisode et qu'on se sert de l'épisode qu'une seule fois alors qu'il y a 50 épisodes, c'est un peu bête. Donc il faut penser, voilà, comme ça coûte très très cher, il faut vraiment optimiser quand on écrit. Donc c'est très important de pouvoir communiquer avec le réalisateur ou la réalisatrice, la production, coordinateur, coordinatrice d'écriture s'il y a, et puis évidemment la direction d'écriture. Je sais En pas fait, si ça... dès le début de l'écriture, tu es très bridé par toute la production qui va suivre. Enfin, tu es très cadré, du moins. Oui. Après, il faut préciser, en fait, parce que par rapport à ce que tu dis, il faut préciser que ça dépend aussi, c'est très dépendant de la technique utilisée pour le film ou pour la série. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas les mêmes enjeux, notamment de réutilisation, quand on va faire une série. Si on fait une série 2D avec une animation relativement traditionnelle, on n'aura pas la même... par exemple, on aura moins de problématiques de décor. On pourra plus facilement rajouter des nouveaux décors. Quand on est sur une série full 3D, là, chaque construction de décor demande un investissement. Et comme c'est un investissement qui est en général placé en début de production dans une série, c'est assez difficile de rajouter des nouveaux éléments en cours de route. Voilà, il y a des techniques dans lesquelles c'est assez facile de le faire. Il y a des techniques dans lesquelles, si on fait une série en stop motion, c'est presque impossible. Mais peut-être qu'il faut vous dire quelles sont les techniques, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant de... Oui, c'est bien, parce que du coup, c'est vrai que c'est des trucs Ouais. qu'on ne maîtrise pas. Moi, j'avais amené un petit PowerPoint, mais bon, enfin, il y a, on va dire, 3 grosses techniques utilisées dans l'audiovisuel. Et dans le cinéma, c'est un tout petit peu différent parce que c'est beaucoup plus libre finalement. Mais dans l'audiovisuel, vous avez 3 techniques. Il y a la 2D. D'accord. La 2D, c'est le dessin. C'est Walt Disney, période Blanche-Neige. Et ça n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a c'est des dessins qui s'empilent avec un décor et puis des calques de personnages qui bougent dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle la 2D. Maintenant, tout ça est numérique, mais il y a quand même un dessin au départ. Donc, voilà. Ensuite, il y a la 3D. Donc, la 3D, c'est la 2D plus la modélisation. C'est pour ça que ça coûte beaucoup plus cher, normalement, la 3D. C'est-à-dire que vous faites un personnage, vous le dessinez, vous faites les mêmes références que pour la 2D, c'est-à-dire vous le dessinez de dos, de face, de 3/4, etc. Et ensuite, vous le modélisez. Et la modélisation, c'est de la sculpture. Donc, vous sculptez dans l'ordinateur la poupée qui va pouvoir vous permettre de jouer avec. Okay. Et puis il y a une 3e technique qui est apparue, qui nous a permis de rapatrier beaucoup de choses, parce que quand on a commencé tous, il y avait c'était très, on fabriquait, on concevait en France et puis on fabriquait à l'étranger beaucoup, parce que c'est très cher. C'est la 2D numérique. La 2D numérique, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Flash à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Toon Boom Harmony, c'est-à-dire qu'on fait des puppets, des marionnettes avec attache parisienne, si vous voulez. C'est la meilleure des définitions. Et donc, chaque technique, donc vous voyez, vous augmentez le rendement d'animation, parce qu'évidemment, comme le personnage est déjà ce qu'on appelle rigué, c'est-à-dire déjà articulé, vous pouvez aller plus vite pour bouger le bras, par exemple. Chaque technique a ses qualités et ses défauts. La 2D, vous avez, comme tout est lié au dessin, le coût créatif n'est pas si cher que ça, parce que faire un dessin, bon, il faut les talents qu'il faut, mais c'est un dessin et la mise en couleur. La 3D, vous comprenez bien que c'est le dessin, la mise en couleur, plus la modélisation, donc ça devient plus cher. Et la dernière technique, la 2D numérique, c'est qu'une fois que vous avez créé votre personnage avec vos articulations, ça devient moins cher. Le problème, c'est que chaque technique a ses défauts aussi. C'est-à-dire que la 2D, le problème, c'est que vous êtes sujet à des équipes qui sont parfois maladroites en dessin. Et donc, tout le jeu, c'est d'arriver à garder le dessin le plus fidèle possible au design du personnage dès le début. Si vous voyez, il y a des vieux épisodes, si vous regardez des vieux épisodes, je dirais Goldorak, What the Border Force, et d'un plan à l'autre, le personnage ne se ressemble pas. Donc c'est vraiment et en fait le spectateur le voit pas dans l'audiovisuel, le spectateur le voit pas parce que c'est l'histoire qui compte. Donc c'est bien pour les scénaristes parce que de toute façon c'est l'histoire.
La 3D, c'est vachement bien parce que les personnages, ils se ressemblent toujours, parce qu'une fois qu'ils sont sculptés, ils sont sculptés. Ok. Et puis, vous pouvez bouger les caméras dans tous les sens, parce que vous êtes vraiment dans un plateau de cinéma virtuel, vous l'éclairez, et puis vous pouvez jouer avec. Simplement, le coût, comme je l'ai dit, de création est super cher. Et donc, c'est vraiment fait pour un certain type de série. Notamment du sitcom par exemple, où vous êtes avec quelques décors, avec des personnages qui sont toujours récurrents. La 2D, on le choisira par exemple si vous avez des séries où vous avez des guests en permanence, donc vous avez de la création en permanence. Et enfin, la 2D numérique, c'est pour les petits budgets et les petites prods, mais il y en a beaucoup, mais qui permet aussi de le fabriquer en France aussi, c'est vachement intéressant. Et donc là, le problème, c'est que évidemment, quand vous avez des puppets, vous ne pouvez pas passer derrière. Vous ne pouvez pas mettre la caméra derrière, parce que derrière, il n'y a rien. Donc vous avez, dans sa meilleure acceptation du terme, on va dire, dans la meilleure utilisation de cette technique, c'est que de la mise en scène en raccord caméra, en raccord dans l'axe. Donc vous avez un plan large avec les personnages qui bougent comme ça, et puis hop, vous cadrez dedans, etc. Donc tout ça, il faut, quand on est scénariste, enfin moi je soutiens ça, quand on est scénariste de live et surtout et d'animation, il faut connaître ces techniques parce que ça engage l'écriture. Si vous voulez, vous pouvez pas faire, par exemple, si vous écrivez plan en plongée ou contre-plongée, alors que la technique est 2D numérique, et ben c'est un problème. Vous comprenez ? Puisque voilà, on n'a pas le personnage vu d'en dessous, on n'a pas le personnage vu d'en dessus. Donc ça veut dire que c'est une négociation avec la production. Ça veut dire, ah ben là oui, mais là on peut faire peut-être pour une fois un plan. Bah oui, mais un plan sur 180, bah non, on va pas faire ça. Et donc c'est une technique qui est liée vachement au sitcom, qui est liée à des épisodes qui sont très dialogués, par exemple, où il n'y a pas beaucoup d'action avec des plongées, des contre-plongées, de l'action, du suspense, etc. Ça nous amène à la question suivante, qui était pensée pour Virginie, mais pour tous, qui est donc la mise en scène, l'écriture avec l'œil un peu de mise en scène, et comment on s'est formé à cette écriture-là. Parce que juste pour Jérôme, ce que tu disais, je ne sais pas, nous quand on écrit un scénario, au début, en tout cas, on ne pense pas plan. Enfin, on a des images quand on écrit, mais on n'est pas en train de dire c'est plongé. Voilà. Donc, je ne sais pas, justement, c'est pour que vous pouviez ça, compléter. c'est effectivement le travail du réalisateur. Ça, c'est le travail de mise en scène. Cependant, quand on écrit, c'est toujours bien de connaître les contraintes techniques que l'on a en face, parce que, comme Jérôme l'expliquait très bien, lorsqu'on est en 2D numérique, même si on peut faire de très légères, en trichant sur la ligne d'horizon, on peut faire de très légères contre-plongées, de très légères plongées qui ne sont pas affectées au personnage, mais juste sur le décor, on peut donner une petite illusion pour varier un peu les choses, mais on sait qu'on va faire un découpage de type théâtre. Donc là, il faut penser théâtral. Voilà, on a la scène et on vient faire des raccords dans l'axe. On peut faire des mouvements de caméra quand même, mais qui sont plutôt latéraux. On peut avancer quand même un peu dans la profondeur, mais c'est vrai que ça va impliquer la technique et ses contraintes induit toujours une problématique de mise en scène. Donc, pour accéder à ça, déjà, faut être curieux. Il faut voir énormément de films d'animation, énormément de séries d'animation pour comprendre toutes ces contraintes. Puis là, on a parlé beaucoup d'industrie, donc des 3 techniques de la série, mais dans le court-métrage ou dans le long-métrage, il y a encore plein d'autres techniques. Donc Stéphane évoquait la stop motion, donc là on est beaucoup plus dans les marionnettes, donc là on a d'autres contraintes physiques. Donc si on est en plasticine ou si on est en des petites puppets en carton-pâte ou des choses comme ça, on a encore d'autres contraintes. Et puis il y a les contraintes aussi physiologiques, c'est-à-dire qu'on a des personnages parfois qui ont des très grosses têtes avec des petits bras, voilà, on a d'autres contraintes, des contraintes physiques où certaines actions deviennent très compliquées à faire pour un personnage, ou des rapports de taille entre un personnage qui va être immense et un autre qui va être très petit. Donc il faut trouver des astuces si on a besoin de faire un talking heads entre ces 2 personnages. Tout à coup, il y en a un qui va peut-être grimper sur une table pour se retrouver un peu plus en hauteur pour parler avec un personnage qui va être très grand. Donc tout ça, c'est important de comprendre, de connaître toutes ces contraintes. La relation entre
la direction d'écriture donc, et l'équipe de scénaristes, le metteur en scène, le réalisateur et le producteur, faut travailler vraiment ensemble dès le départ, le plus tôt possible, de façon à apporter et à alimenter en matériel graphique l'équipe de scénaristes. Donc souvent, quand on fait la pré-production, on va commencer à faire ce qu'on appelle le main design pack, pour utiliser encore des termes anglo-saxons, mais on va donc dessiner, préparer les décors principaux, tous les décors récurrents, et tous les personnages récurrents et les accessoires récurrents. Alors, les décors récurrents sont hyper importants pour les scénaristes parce qu'il va falloir travailler là-dedans, donc bien comprendre les contraintes d'espace dans lequel vos personnages vont circuler. Voilà, parce que aller d'un endroit à un autre, si on passe par l'espace d'un autre personnage, c'est toujours important d'en avoir la connaissance pour pas raconter n'importe comment les histoires. Ouais, et ça me fait rebondir sur la suite, c'est parfait, vous suivez notre conduite, c'est parfait. Du coup, le rapport scénariste auteur graphique va être important dès le début. Dans l'audiovisuel, il y a plusieurs scénaristes, plusieurs auteurs graphiques. Dans le cinéma, est-ce que c'est plus un travail à deux ou à plusieurs? Et en fait, quelles sont les clés pour que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut travailler simplement avec un scénariste ou un auteur graphique qu'on nous impose? Est-ce que c'est un travail de réflexion qu'on doit faire dès le début? J'imagine qu'il y a plein d'options possibles, mais ce duo-là, qui me paraît être le duo de départ, à quel point il est important et comment il se gère? En fait, alors, il faut bien penser que il y a plusieurs cas de figure, et notamment, on va dire que le cas de figure principal qu'on va trouver, c'est notamment sur une série. Et donc là, on ne va pas parler nécessairement du scénariste, mais on va parler de l'auteur littéraire au départ. Le duo va être plutôt à ce niveau-là au départ. Ceci dit, après, pour les scénaristes, c'est très important. Je veux dire, quand on écrit un film avec des comédiens, on sait à quel point le casting est important et à quel point le casting peut nous amener à réécrire parfois tous les dialogues d'un personnage, par exemple, parce que maintenant on sait qu'il va être incarné par, je sais pas, un comédien qui va projeter quelque chose ou avoir et que du coup notre personnage, il devient ce personnage-là, quoi. C'est un petit peu comme Peter Handke qui nommait pas ses personnages et qui dans ses pièces, et il utilisait toujours le nom des premiers acteurs comme nom du personnage pour toujours, quoi, finalement. Mais on a cette logique-là aussi en animation. C'est-à-dire que par exemple, je vais citer un exemple. J'avais travaillé brièvement avec quelqu'un qui s'appelle Phil Roman, qui était producteur des Simpsons. Et quand il regardait un projet, lui il disait voilà, ce que je cherche, c'est des personnages qui me font rire déjà juste en les regardant. C'est-à-dire qu'il voulait que le dessin lui-même soit amusant. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est une interrogation qu'on peut avoir, par exemple, si on fait une série comique, c'est on a une charge qui va être projetée à la fois. C'est-à-dire que même si on a une idée d'une histoire, du personnage et de l'histoire qu'on veut raconter, on va avoir une projection vers ce personnage, et ce personnage en dessin et en animation, il va véhiculer un certain nombre de choses, et il va aussi avoir ses limites. Et c'est très important pour le scénariste en animation d'avoir ça en tête. C'est-à-dire parce que notre réflexe naturel quand on écrit un scénario, c'est finalement de tout remettre avec des vrais gens. C'est d'imaginer une interaction avec des vrais gens, parce que voilà, c'est notre quotidien. Et même quand on est scénariste d'animation, on va forcément, c'est presque impossible d'éviter ça. Mais finalement, il y a un moment où on doit repasser ça au tamis de notre casting.
du casting du film. Et le casting du film, ça va être voilà, le travail de l'auteur graphique. Et ça va vouloir dire, par exemple, je sais pas, je vais citer un exemple qui vous dira probablement rien, mais n'hésitez pas à aller voir plus tard sur Internet. Mais il y a un film en stop motion, donc en marionnette, qui était une adaptation de Pierre et le Loup. Donc vous cherchez Peter and the Wolf stop motion, vous allez trouver ça sur Internet. Et vous voyez qu'il y a le personnage de Peter, il renvoie, mais juste le personnage, la marionnette elle-même, elle renvoie tellement comme certains comédiens ou comédiennes vont renvoyer tellement de personnalité que finalement il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de dire ou pas besoin d'exprimer. Et à contrario, il y a aussi voilà, il faut. Ces personnages, du coup, ils se construisent avec l'auteur graphique, ou c'est l'auteur graphique avec une proposition, ou c'est le scénariste qui dit, moi j'imagine qu'il a des gros yeux parce qu'il fait comme ça. C'est forcément un dialogue. C'est forcément un dialogue. C'est forcément un dialogue entre les deux, dans le sens où il va y avoir des attentes du scénariste, ce qui est toujours très difficile. C'est un peu comme quand on est réalisateur et le travail qu'on a avec un musicien. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire avec un musicien que de lui donner plein de références réelles. Et pourtant, c'est parfois le seul moyen de s'exprimer clairement avec lui. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Mais forcément, on crée un personnage, on le décrit. Le travail du dessinateur, après, ça va être voilà, de l'incarner d'une certaine façon. Mais il peut aussi, voilà, le résultat, il y a un moment, c'est comme les dialogues qu'on écrit, enfin, tous ceux qui ont écrit un scénario savent ça, c'est qu'il y a un moment où ça nous échappe un peu et que du coup, ça en raconte un peu plus que ce qu'on avait prévu au départ. Et le dessin, c'est pareil, enfin, voilà, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, il y a des moments où c'est... mais à contrario, c'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment important à prendre en compte, c'est que dans le travail, c'est que à contrario, le dessin a aussi ses limites. C'est-à-dire que il y a un comédien, il est vivant, il peut s'exprimer avec quelque chose de très subtil, un niveau de subtilité chez voilà, chez un humain, parce que nous on a plein de codes et qu'on va avoir, voilà, on va savoir lire quelque chose de très subtil dans un regard. En animation, on n'a pas cette subtilité-là. Et c'est très important de l'intégrer quand on écrit un scénario pour l'animation. C'est que finalement, il faut exprimer quelque chose. Il vaut mieux essayer de l'exprimer au maximum par l'action ou par. C'est-à-dire que ça serait, on pourrait facilement dire que amener si on écrivait avec des comédiens, on les inviterait presque à surjouer un petit peu parce qu'on leur donne des informations, on leur donne des gestes à faire on dirait jamais, par exemple, à un comédien, rarement on écrirait dans un scénario, il est fâché, donc il va donner un coup de pied dans un caillou, quoi. Enfin, c'est pas, on va dire, il est fâché, puis le comédien, il va essayer d'interpréter ça. Peut-être qu'il donnera un coup de pied dans un caillou. En animation, il vaut mieux dire, il va donner un coup de pied dans un caillou, parce que c'est notre meilleur moyen d'illustrer sa frustration. Ouais, on est plus proche du cinéma muet parfois, dans le jeu de l'acteur, hein, du cinéma muet ou de la pantomime. Même s'il y a des dialogues. Oui, même s'il y a des dialogues, pour traduire quelque chose. C'est la contrainte technique qui oblige à ça. Je pense que c'est la distance, le fait que ce ne soit pas justement des humains. Ça apporte une distance, que ce soit du dessin ou que ce soit un volume. On est déjà dans une représentation qui n'est plus une représentation en chair et en os. Mais cette distance, elle amène aussi une dimension poétique qui est très intéressante à utiliser aussi quand on écrit pour l'animation, parce que justement c'est aussi quelque chose de très intéressant de pouvoir le projeter d'abord on est dans un monde qu'on a, c'est un petit peu comme quand on fait le son sur un film d'animation, on commence à zéro, on n'a rien. On n'a même pas le petit de la salle, quoi. Il faut le rajouter. Et c'est un peu pareil. C'est un peu pareil à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en animation, quand on part sur une page blanche, donc voilà, et de là
on doit créer un monde, et avec tout ce que ça comporte comme liberté, et comme vous le savez tous, tout ce que ça comporte comme problématique d'être face à une page blanche. Non, c'était très bien. Merci. Non, c'était super, j'écoutais. Non, parce que on part dans un, c'est plus philosophique là sur l'animation, et je trouve ça très bien, et par rapport au scénario. Et moi, j'avais une réflexion un tout petit peu plus prosaïque sur vous qui êtes, voilà, qui voulez faire du scénario. Et en fait, on peut ramener ça aussi d'un point de vue, comme tu disais, un peu contrainte et économique. Si tu fais, alors. Je ne parle pas du cinéma et surtout du court-métrage, du cinéma court, parce que là, c'est vraiment un espace de liberté qui est aujourd'hui, enfin, c'est une économie très particulière, hein. Le cinéma, je vais le laisser de côté, mais je parle de la série qui est quand même le principal pourvoyeur de scénarios et de travail, voilà. Je traduis ce que disaient Stéphane et Virginie en disant que il faut être très clair dans les intentions, parce que en fait, c'est 25 images secondes, et donc c'est 25 images fabriquées. Il n'y a pas de rush en animation. Il n'y a pas de rush. Donc, quand on fait une animatique, donc après le scénario, on passe au storyboard. Et le storyboard filmé, donc le storyboard timé, c'est-à-dire un plan qui dure tant de secondes ou tant de frames, c'est l'animatique. D'accord ? Donc c'est le film qu'on a. Et bah, par exemple, donc il y a plusieurs formats de séries. Il y a les 7 minutes, enfin il y a des 3 minutes, mais il y a des 7 minutes, des 11 minutes, des 26 minutes, on va dire. Et pour un 11 minutes, on se bat avec la production pour avoir 11 minutes 30 d'images. De film. Donc on coupe 30 secondes, donc on coupe des poignées à gauche, à droite, etc. Donc ce que ça dit sur le scénario, c'est qu'il faut que les intentions soient hyper claires. Et il n'y a pas de scorie, en fait, dans le scénario d'animation. C'est-à-dire que c'est un tel sourit. Et on sait que le storyboarder, il va faire cette intention-là. Donc c'est une école très exigeante de scénario. Parce que, alors ça ne se fait pas tout seul en fait, mais c'est une école très exigeante parce qu'il faut être hyper clair sur les intentions. Il n'y a pas de flou. Ça laisse pas de porte à, par contre, aucune porte à une espèce de style littéraire, par exemple. Aucune. Ah, Anastasia, dis non. Alors tu peux, ça dépend les. Ouais. Ensuite, en tout cas, le scénario, il est raffiné. Enfin, moi, dans ce que j'ai expérimenté, il est raffiné par la lecture, le travail du réalisateur avec la direction d'écriture, qui finalise ce qu'on appelle une version board, c'est-à-dire une version du scénario sans scorie, enfin sans gras. Alors, il peut y avoir du gras pour donner un peu de chair, etc. Mais globalement, tout ce qui est écrit est dessiné. Donc toutes les intentions doivent être là. Et s'il n'y a pas de, enfin la théorie, mais si l'intention est floue à la fin, si vous avez une intention floue, vous le retrouvez à la toute fin quand vous enregistrez avec vos comédiens, parce que vous ne savez pas quoi leur faire jouer en fait. Et comme on est dans des timings, donc c'est là où je reviens dans un côté un peu plus économique et prosaïque, mais on est dans des timings de prod. Il faut savoir qu'une série d'anime, c'est 10 heures de film environ, d'accord, 10 heures de film. Et on fait ça en 20 mois, entre 20 et 24 mois. Donc ça veut dire qu'en moins de 2 ans, vous faites 10 heures de film. Et ce n'est pas 10 fois moins bien qu'un long métrage. C'est autre chose. C'est pour ça que c'est une école hallucinante d'écriture et de réalisation, etc. C'est que c'est la quintessence, pour moi, c'est la quintessence de la série, d'arriver à faire une formule une formule sérielle qui fonctionne sur un certain nombre d'épisodes. Vous l'avez dans des séries live, hein, bien sûr, la formule sérielle. Vous prenez n'importe quelle série qui marche. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a toujours les mêmes décors où, en fait, ils arrivent à faire des réhutes, ils arrivent à faire une formule d'écriture, etc. Et c'est les bonnes séries, d'ailleurs, qui arrivent à faire une formule d'écriture. Et ben, en anime, c'est exactement la même chose. Il faut réussir à trouver la formule d'écriture. Ce qui se fait avec un travail profond entre réalisation, direction d'écriture, scénariste, etc. Ça n'arrive pas toujours au tout début, ça arrive peut-être au 5e, 6e épisode où on trouve la formule d'écriture. Mais ensuite, il faut s'y tenir coûte que coûte, parce que tout est engagé autour de ça. En fait, tout est engagé autour de la formule, parce qu'on ne peut pas créer, on n'a pas une heure de rush, ce n'est pas possible. C'est ça, si je peux, parce que, pardon, excuse-moi, je voudrais souligner quelque chose que Jérôme
viens de dire qui est très important, et surtout pour les gens qui vont commencer qui n'ont pas l'expérience du scénario d'animation. Quand on est en série, il n'y a pas de montage. Le montage, il se fait en amont sur la partie de l'animatique. Donc ça veut dire que une des problématiques quand on réalise une série d'animation, une des problématiques vis-à-vis des scénaristes qu'on va retrouver le plus souvent, ça va être des scénarios qui sont pas à la bonne, qui font pas la bonne durée. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à prendre en considération, c'est que un scénario qui est trop court ou un scénario qui est trop long, c'est un scénario sur lequel c'est le storyboarder qui va commencer à retailler dans le scénario ou le réalisateur, mais c'est quelque chose qui si je me mets, moi, quand j'étais scénariste, il n'y a rien. Enfin, je détestais ça, en fait. L'idée que, voilà, c'est pas moi qui décide quelle séquence on va couper ou que quelqu'un se mette à rajouter une scène qui, parfois, n'a rien à voir avec l'épisode. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça, c'est ce qui est du coup, il faut vraiment faire l'effort de visualiser son film, de se lire les scènes, tous les dialogues et de chronométrer à chaque fois systématiquement. Il faut surtout pas juste compter les pages. Ça c'est les diffuseurs qui font ça. Mais voilà, les scénaristes doivent vraiment prendre en compte vraiment beaucoup plus que sur un scénario de fiction, enfin de live, cette notion de la durée. Parce que c'est contraint. On est très souvent dans un espace où il y a une tendance. Enfin, toi, tu pourras me dire ce que ton sentiment, mais on a toujours l'impression qu'on est dans un espace dans lequel il faut en mettre le maximum possible dans la boîte. Et mettre le maximum d'histoire. C'est souvent le maximum d'histoire. Et dire, du coup, on a rarement beaucoup d'espace pour finalement développer les personnages, parce qu'on n'a pas beaucoup de gras en fait. Et malheureusement, le gras, c'est aussi ça qui nous permet de faire des personnages qui sont intéressants, de leur donner une vraie personnalité. Et beaucoup du défi, c'est de réussir à faire ça en n'utilisant quasiment que des dialogues utiles. Et ça, ça peut être un exercice très frustrant, mais nécessaire si on veut un bon résultat. Enfin, je ne sais pas, quel est ton sentiment par rapport à ça? Non, mais je rejoins ce que tu dis et ce que Jérôme et Virginie disent, à savoir que l'écriture, elle est très visuelle, elle est très précise. Faut penser même si on n'est pas réalisateur ou réalisatrice, chaque phrase qu'on dit, c'est déjà de la mise en scène. Et en fait, par exemple, si à un moment, quand vous devez écrire une scène d'action ou une course-poursuite, il y a beaucoup de scénaristes qui vont se contenter d'écrire bon, alors là, il y a Astérix, enfin, il y a Idéfix et les autres chiens, ils s'enfuient dans une ruelle, et puis les Romains se cassent la figure derrière eux. Voilà. Ouais, sauf qu'en fait, c'est pas, ça fait 2 lignes sur le script, et en vrai, ça prend 5 minutes d'action. Donc en fait, le storyboarder et le réalisateur vont vous détester. Donc en fait, là, dans ce cas-là, il vaut mieux en discuter directement avec le directeur d'écriture ou le réalisateur, parce que voilà, on a des fois, voilà. Et c'est vrai qu'on a. Enfin, moi, ça m'est arrivé de travailler encore récemment avec des directeurs d'écriture qui ont tendance à filouter, qui sont par exemple très 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 sitcom, donc ils en ont un peu rien à faire des indications de paysages, des réactions des personnages, en disant mais c'est pas grave, ça, on verra plus tard. Ce qui est important, c'est les dialogues. Ouais, sauf que le réalisateur derrière, enfin j'en ai eu un récemment, il devenait fou. Il disait non mais vos scripts sont vachement trop longs. Je suis obligé de couper dans toutes les blagues. Effectivement, moi je regarde les animatiques et effectivement ça ne respire pas. Le mec essaye de mettre des tonnes de dialogue, mais en fait, du coup, il n'y a plus rien de visuel. Il n'y a plus de comédie visuelle, c'est juste comme disent les Américains, j'ai oublié le terme, bantering, ou du talking heads, c'est-à-dire blablabla. Et ça, en animation, en fait, si on fait juste de l'animation pour faire 2 personnages qui se parlent, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu dommage de ne pas servir du fait que c'est des personnages qui peuvent se bouger. Et oui, effectivement, alors ça, c'est aussi souvent une demande des chaînes qui ont peur du vide.
une peur panique du vide. Donc souvent, ils vont demander à rajouter plus d'intrigue, plus de comédie, et souvent, nous, scénaristes et directeurs d'écriture, on se retrouve à devoir rajouter, alors que le script, alors pour le coup, moi, je me réfère quand même souvent au nombre de pages. Désolée. Mais par exemple, un script je sais qu'à 11 minutes, je vais essayer de faire en sorte que mon script fasse 10 pages. Et souvent, parce que la chaîne dit oui, mais j'ai besoin de plus d'explications sur le background de ce personnage. Oui, mais alors là, est-ce qu'on pourrait pas rajouter un peu plus de comédie ? On se retrouve avec des scripts qui font 15 pages, en sachant pertinemment que ça va être coupé derrière. Mais en fait, on n'a pas le choix, parce que tant que c'est pas écrit, le diffuseur, la chaîne de télé, elle n'est pas rassurée. Donc j'avoue qu'il y a un peu une déperdition d'énergie sur ça, mais ça fait partie des voilà. Après, parfois, il y a des diffuseurs intelligents. Enfin, je veux dire intelligents, qui Ça connaissent, arrive, des fois, on en a intelligents connu. dans le sens que ça va être travaillé en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'animation, qui connaissent, donc je voulais pas dire qu'ils sont bêtes. Ouais, mais ça retombe tout le temps sur le réalisateur. Quand on se retrouve effectivement avec 15 pages de scénario pour un 11 minutes, quel choix doit-on faire pour faire rentrer les choses, qu'il y ait de la respiration, et donc on en revient parfois à... Tu reviens vers le scénario, ou enfin vers le scénariste Dans ce cas-là, il faut... Non, Il y a plus le temps. Enfin, idéalement, il faut revenir vers le directeur d'écriture pour choisir les moments qu'on considère ensemble, les passages qu'il faut faire sauter, et puis on passe au board à partir de ça, et c'est ensuite, une fois que l'animatique est montée, qu'on va prouver au diffuseur que l'épisode fonctionne bien comme ça. Mais ça veut dire quand même pas mal d'allers-retours. Il faut que ce binôme, un directeur d'écriture réel, fonctionne bien. Il faut une confiance mutuelle et qu'on travaille bien ensemble, parce que sinon ça marche pas. C'est parfait, parce que c'est la question suivante de Roma. Je suis bonne pour les transitions. En fait, je ne sais pas si on a, dans ce qu'on avait préparé avec Jérôme, on avait imaginé de voir une scène déjà réalisée et le scénario, enfin la scène écrite, mais je ne sais pas si c'est possible. Parce qu'en fait, je vous ai amené l'exemple d'un scénario pour vous dire, alors, pour rebondir sur ce que dit tout le monde, là, effectivement, le tandem réalisation-direction d'écriture est clé. En fait, le showrunner d'une série, c'est ça. C'est le fait que... Et donc, il ne faut pas abandonner l'idée... Enfin, moi, je ne suis pas scénariste, et je revendique le fait de ne pas être scénariste, mais d'être réalisateur, parce que je ne sais pas faire. Et le scénario, il y a une vraie puissance. Déjà, c'est l'auteur de base, parce que c'est la page blanche. Donc, respect, et grand respect. Et deuxièmement... ce que moi je vais chercher chez un scénariste et chez une direction d'écriture, c'est la connaissance parfaite de la structure d'un récit. Et une fois que la structure d'un récit est donc, il faut savoir quoi dire. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est quoi la thématique sous-jacente en fait. Et en fait, les bonnes séries, c'est quand il y a une thématique. Je parle, et même du cartoon, je vais l'évoquer. Mais le cartoon, c'est un genre un tout petit peu particulier qui est très animation, mais voilà. Mais dans les séries semi-réalistes, réalistes, enfin la plupart des séries, il faut savoir ce que la série raconte. Et la plupart des gens ne savent pas. Et donc, ça part en biscotte très rapidement dans les prods, parce que les gens ne savent pas. Par exemple, c'est bien on a l'exemple très clair, parce qu'on a bossé tous les deux sur une série qui n'est pas la même. Anastasia, elle a bossé sur une série qui s'appelait Maya l'abeille, première saison, qui a été un dérapage industriel mouse. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 3 diffuseurs. C'était une copro internationale. D'accord ? Donc il y avait l'Allemagne, le Canada et la France. Et chaque diffuseur voulait autre chose. Et il n'y avait pas un couple, un tandem de showrunner qui a imposé pour plein de raisons. Peut-être que le réal était faible à ce moment-là. Enfin, il y a plein de raisons. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de ligne imposée. Et ça, c'est hyper important. Quand vous allez sur une série, de savoir où vous mettez les pieds, savoir qui dirige, qui est la tête créative de la série. C'est très compliqué pour tout le monde, parce que c'est très compliqué. On vous donne du boulot. C'est pas simple de dire non parce que je le sens pas. Et pourtant, il faudrait le dire parce que
parce que ça peut être très compliqué pour les scénaristes. Pour vous, en plus, vous êtes rarement en contact direct avec la prod, donc ça peut tourner. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait la saison 2 de Maya l'abeille. Et en fait, on s'est posé avec la directrice de l'écriture avec qui je travaille depuis longtemps. Et heureusement, c'était déjà passé, etc. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que raconte cette série? Et en fait, Maya l'abeille, on est reparti du livre d'origine. Et en fait, ça raconte l'individualisme face à la collectivité. C'est une abeille qui est dans une ruche et qui veut tout le temps partir parce qu'elle veut vivre sa vie individuelle. Or, il n'y a pas plus collectiviste. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que malheureusement ce héros a été repris. Bref, au moment des années 30. Mais en tout cas, il n'y a pas plus collectiviste que la ruche. Et en fait, si vous regardez la saison 2 que j'ai réalisée avec cette directrice d'écriture qui s'appelle Sophie de Croisette, tous les épisodes, et c'est là où je parle de formule de série, même si c'est du sitcom, même si c'est semi-réaliste, tous les épisodes traitent de ce sujet. Tous. C'est-à-dire que c'est à chaque fois un personnage qui a un désir individuel. Et une fois que vous avez trouvé la formule d'écriture, vous, scénaristes, ça devient du pain béni. Parce qu'en fait, vous savez quoi raconter. Et il n'y a rien de pire qu'une série où vous ne savez pas quoi raconter. Et ça met tout le monde dans l'embarras. Je veux dire, et donc, les scénaristes sont essorés, on change de directeur d'écriture, tout le monde plante des couteaux dans le dos du réalisateur, etc., etc. Et donc, il faut vraiment... pour moi, un des conseils, c'est une des premières questions à poser au directeur d'écriture, mais c'est qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte? Et c'est pas évident, hein. C'est parce que c'est la clé de la création audiovisuelle et c'est pas évident de savoir. Mais une fois que vous avez cette thématique, ensuite c'est du pain béni. Et l'écriture de Maya l'abeille saison 2 s'est passée comme sur des roulettes. On était en avance, ce qui est un truc de dingue. Voilà, on était en avance sur la. Ça, j'avais dégoûté. C'est dingue. Donc voilà, ouais, je vais essayer de vous montrer juste la traduction pour que vous ayez bien en tête ce qu'on entendait par les intentions très claires d'un scénario sur un storyboard et sur l'image finale. Et vous allez voir, si tu peux me mettre, Richard, ouais. Si je fais ça, ça clique? Non, ça fait rien du tout. Tu peux lancer le PowerPoint, enfin la... Stop. Yes. J'espère que ça va fonctionner, mais on va voir. Ouais. Alors voilà, bon, ça passe. Super, merci, ça coule. Donc là, en fait, c'était juste pour vous montrer, voilà, mais et il faut que je revienne en arrière, comme ça, comment je fais? Alors, attendez, hop, je vais me mettre là. Comme ça. Voilà, en fait, ça c'est juste pour vous montrer le parcours, pour dire que j'ai fait beaucoup de techniques d'anime, et en fait, chaque technique, c'est toujours la même chose, en fait, malgré les différences de coups. Comment je fais pour passer? Ah, faut que je pointe la régie? Voilà, les principales techniques d'animation, comme je vous le disais, c'est la technique 2D, ça c'est la technique d'animation 3D, donc je reviens en arrière, voilà, technique 2D, ok, c'est le dessin, technique 3D, vous voyez les personnages et la différence, c'est Pixar. Okay, donc c'est la même chose que précédemment, sauf qu'on a tout sculpté et qu'on a tout éclairé sur ordinateur. D'accord ? Donc ça permet, comme je disais, de faire des caméras de cinéma, d'éclairer comme vous voulez, etc. Donc c'est super pour un réalisateur, mais c'est très cher. Voilà, et ça, c'est la 2D numérique ou digitale. Vous voyez, les plans sont constitués de décors dessinés, de personnages marionnettes créés sur ordinateur. Okay, donc là, par exemple, dans cette série qui s'appelle Sherlock Yak, ce n'était que des raccords dans l'axe. Donc on faisait des gros plans, voilà, mais on faisait un grand décor très bien défini sur Photoshop. Comme ça, on pouvait zoomer dedans et faire des plans serrés. Okay, là où cette slide, c'est pour vous montrer combien c'est compliqué de savoir, même nous, en quoi quelle technique a été utilisée. À gauche, c'est une super mignonne série qui s'appelle Non, fait chez Autour de Minuit. Là, vous voyez le rendu, vous avez l'impression que c'est de la stop-mo, c'est-à-dire de la pâte à modeler, etc. Non, c'est de la 3D. Puis là, vous voyez South Park. Là aussi, vous allez me dire, ah bah ça c'est la 2D numérique. Eh ben non, c'est de la 3D. Donc parfois, vous voyez, il y a des parce qu'ils ont utilisé un pipeline qui leur permettait de réutiliser ça, etc. Et ça les, vous voyez, en fait, chaque production est un prototype, hein, comme dans le cinéma, comme partout dans tout l'audiovisuel et le cinéma. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas c'est jamais.
le workflow général, okay, c'est la conception d'un épisode. C'est pour ça qu'il y a l'auteur scénariste, l'auteur réalisateur, l'auteur graphique. On fait exactement ce dont on a parlé. On écrit le scénario, on fait la version board, on fait les designs. Tout ça, ça fait la conception d'un épisode. Et ensuite, ça passe en fabrication. D'accord ? Et la fabrication, c'est le layout, c'est-à-dire le plan fabriqué à l'échelle 1, c'est-à-dire que si vous voulez faire de la HD, il faut le mettre en 1920 par 1080, etc. L'animation, la finalisation de l'image en faisant la colorisation, le lighting, rendu, compositing. Donc ça, c'est le compositing, vous savez, c'est quand on met tous les layers que vous avez fabriqués, les personnages, les décors, etc. On les met ensemble et puis on les shoot. Et on met quelques effets et on fait le film définitif qui est prêt à diffuser. Et alors, selon le réal, ça dépend, selon la série, vous pouvez faire des voix maquettes ou vous pouvez faire des voix définitives. C'est-à-dire enregistrer avant les comédiens pour pouvoir animer dessus. Alors en cinéma, c'est ce qu'on fait, parce qu'en fait, on préfère avoir le comédien qui animé sur la voix du comédien directement. Mais en série, souvent, on n'a pas le temps. Donc souvent, on fait des voix maquettes. Nous-mêmes, en tant que réal, on fait des voix maquettes en disant blablabla, parce qu'on essaie justement, comme disait Virginie, pour la durée, voilà, d'essayer de faire bien notre animatique. Et donc, on arrive finalement dans un labo de doublage, où on fait des doublages, où là il y a des stars du doublage qu'on ne connaît pas, mais elles existent, et qui font des séries toute la journée d'animation, avec des directrices de plateau super, etc. Bon, tout ça, ça marche. Voilà, voilà, c'est juste des explications. Le scénario doit faire apparaître le découpage en mots. C'est ce que je disais, version board. Le modèle pack est en lien avec la bible littéraire puis avec le scénario. Oui, tout ça, on ne vous a pas dit, mais si vous ne connaissez pas le principe, c'est que comme dans une série live, il y a une bible littéraire et une bible graphique au début qui explique, par exemple, dans le cas de Maya l'abeille, on avait fait une nouvelle bible littéraire qui était marquée « Tous les épisodes doivent traiter de ce sujet », du sujet de l'individualisme. C'est la bible littéraire. Comme ça, c'est votre boîte à outils, vous en tant que scénariste, pour partir en écriture de scénario, et c'est génial. Voilà. Et puis ensuite, l'animatique, c'est le storyboard dans la durée. Donc c'est l'outil narratif qui, nous, en tant que réalisation, donne toutes les intentions pour toutes les équipes qui travaillent derrière. Donc les coloristes, les dessinateurs, les modeleurs, les compositeurs, etc., etc. Donc nous, c'est l'outil phare pour la réalisation. Et puis il y a le travail du son. Voilà, je voulais vous montrer ce... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est intéressant parce que c'est un... Voilà, j'ai mis les 3 trucs qui disaient bien comprendre la relation entre un mot et une intention. Il faut que ça soit prêt à être illustré. Il se trouve que quand on a commencé, dans nos jeunes années, avec Stéphane, Virginie, etc., on était à Sasia, les storyboarders, donc qui dessinent les histoires, faisaient, par exemple, pour un 26 minutes, qui en fait fait 22-23 minutes, faisait 800 panels, c'est-à-dire 800 dessins. Et puis il avait un certain temps pour le faire. Aujourd'hui, c'est 1200-1300 dessins. Pour le même prix. Il faut dire qu'on n'a pas été augmenté depuis 20 ans. Hein. Et pour le même planning, et pour le même temps. Donc c'est un truc très compliqué. Le storyboard, c'est un des métiers les plus compliqués. Donc il faut penser, vous, en tant que scénariste, que le scénario doit être suffisamment clair dans les intentions, dans ce que vous dites, pour que... Alors, vous êtes aidé par, comme je l'ai dit, par direction d'écriture, réalisateur, etc. Mais pour qu'un storyboarder qui a un coup de moins bien, comme ça nous arrive à tout à chacun, il puisse illustrer ce qui est marqué et pas forcément se creuser la tête pour dire « Merde, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Comment je vais traduire ça ?» etc. Donc, par exemple, là, c'est très... Il y a quand même... Comme vous le remarquez, il y a beaucoup de didascalie dans un scénario par rapport à un scénario de live. Il y a beaucoup de didascalie et toutes les didascalies sont signifiantes. Donc là, par exemple, vous voyez, extérieur Francfort, quartier des 16 man, rue, le jour. Les premiers flocons tombent sur la cité et recouvrent ses toits d'un manteau blanc. Donc vous voyez, il y a un petit peu de gras et recouvrent ses toits d'un manteau blanc. Bon. Mais il y a les premiers flocons, et c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est un FX. C'est un effet spécial. Ça veut dire que ça va être traqué par un assistant réal ou par un assistant de prod, et il va dire, il va falloir fabriquer ce FX, d'accord, cet effet. Et donc ça, on va se dire, bon, alors il va voir, bon, alors Jérôme, on le fabrique comment ce FX ? Est-ce que c'est un FX 2D ? Est-ce qu'on va le dessiner ? Est-ce qu'on le fait en compositing, etc. Alors on choisit qu'on le fait en compositing. Un fiacre progresse à vive allure dans les rues. Le son des claquements, donc avec, entre guillemets pour qu'on entende bien le son, des claquements des sabots et des roues sur les pavés se mêlent à 3 petits points, ceux produits par Suzanne Linke, la professeure de danse qui bat la mesure, avec un bâton de danse, qu'elle frappe sur le parquet en donnant le rythme à Clara qui danse en tutu.
Premier dialogue. Vous voyez, là, si vous voulez, moi, une fois que c'est corrigé, ça, je sais exactement ce qui va être dessiné, à peu de choses près. C'est-à-dire que le border va dire, bah, là, en fait, je t'ai fait un plan large plutôt qu'un plan serré, mais globalement, on sait ce qui va se faire. Et tout le scénario est comme ça. C'est-à-dire que vous avez... Alors, Suzanne lui sourit avec bienveillance. Bon, il y a le avec bienveillance, je l'ai laissé passer, mais généralement, je le coupe. Mais c'est bien qu'elle lui sourie. Voilà, c'est très clair. Vous voyez, il n'y a pas de gras. Il y a pas de, c'est une écriture à l'américaine, enfin pas à l'américaine, mais plutôt du roman américain. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'adverbes, quoi. Clara acquiesce puis se remet en position. Il y a vraiment une dynamique d'écriture qui est où toutes les intentions sont vachement claires. Je vous montre alors, je vous cite juste le cartoon, parce que le cartoon aussi, il y a un sous-texte, et les bons cartoons. Pourquoi Oggy et les cafards marchent et ont marché et ont marqué les trucs? Parce que Oggy et les cafards, c'est une vraie critique sociale. Jean-Yves Rimbaud, qui a créé le truc, était un type génial. Et c'est vraiment les parasites qui viennent chez un mec de banlieue le faire chier. Et il y a une critique sociétale de notre... voilà. Et donc, il y avait une thématique. Et donc, à chaque fois, c'est pareil. Alors, juste, ça, c'est du scénario de semi-réaliste, voire réaliste. Le cartoon, c'est souvent travaillé beaucoup au storyboard parce qu'il faut des gags, des super déformés, etc. Et tout. Et donc, les intentions... Donc, parfois... Ça dépend, mais les auteurs sont aussi chez les storyboarders. Donc très souvent, le scénariste dans le cartoon, on va vous demander plutôt un synopitch ou enfin quelque chose, une histoire que les storyboarders vont pouvoir dont les storyboarders vont s'emparer avec le réalisateur pour rajouter des gags. Voilà. Donc c'est un tout petit peu particulier comme exercice. Et d'ailleurs, il y en a assez peu des cartoons. Il y en a, mais assez peu. Xylam évidemment est très spécialiste du genre, mais il y a très peu de boîtes qui en font. Nous, enfin, la plupart des séries qui se font en France, c'est des séries de comédie, sitcom aventure, semi-réaliste en fait. Voilà. Richard, si tu peux me lancer l'animatique. Alors ça, vous voyez, je vais vous montrer juste le début de cette animatique. Donc vous avez lu attendez, hop, je reviens. Voilà. Donc ça, c'est l'animatique et ça, c'est le film final. C'est l'épisode final. Voilà. Alors, on va essayer de voir si ça marche. Parce que je suis désolé, je suis arrivé en retard. Mais... Donc c'est la première séquence d'un épisode. Tadam. Yes. Oula. Oula. Il n'y a pas de son, et c'est pas dans le bon rythme. Si? Ah zut. Alors là, s'il n'y a pas de son, ça va pas le. Mais attendez, on va quand même regarder un tout petit peu. Voilà. Ah, c'est dommage, il y a pas. T'es sûr que tu peux pas mettre le son, Richard? C'est ça. Ah. Tu n'as pas l'air très concentré, as-tu des soucis? Au contraire, c'est à cause de Heidi. Elle arrive aujourd'hui. Ah, Heidi, ton amie de la montagne. Ah, oui, c'est elle vient avec son grand-père. Sébastien est parti les chercher à la gare. Bon, on reprend. Ah, je suis désolé parce que. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ah, là, ça vient. Monsieur Ernst, nous sommes... Merci Sébastien. arrivés. Vite, grand-père. Quelle impatience! Heidi, ma chérie. Tante, que je suis contente. Merci, Sébastien. À votre service, monsieur Ma Ernst. petite Heidi. Allez, mais bon. Ok, mais Monsieur Maillard. si tu. Mademoiselle, c'est un plaisir de vous revoir. Ça y est, Merci. Ouais, désolé parce que le son est complètement décalé, évidemment. Mais si tu peux mettre le deuxième fichier, s'il te plaît. J'espère que là, ça va rouler parce que c'est sur un QuickTime. Attendez, je vais juste passer en régie pour voir si... Rapidement. Tu mets après le générique. Ouais.
On vous entend, hein. Si tu l'engueules, on l'entend. Hein. Encore après, voilà, juste avant. Encore avant. Encore avant, encore avant, encore avant. Ouais, juste un peu avant. Juste un tout petit peu avant, tu peux. Voilà, mets-le là. Super. Il y a du son, pas parce qu'il n'y avait pas de son. Si, je peux mettre du son, mais il n'y a plus rapide micro. Tu mets du son. Ok. Le choix. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Glisse ton pied gauche, Clara. La main droite, plus haute. Désolée, mademoiselle Linke. Tu n'as pas l'air très concentrée. As-tu des soucis? Au contraire, c'est à cause de Heidi. Elle arrive aujourd'hui. Ah, Heidi, ton amie de la montagne. Oui, elle vient avec son grand-père. Sébastien est parti les chercher à la gare. Bon, on reprend. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Monsieur Ernst, nous sommes... Merci Sébastien. Arrivé. Vite, grand-père. Quelle impatience. Heidi, ma chérie. Tante. Que je suis contente. Merci, Sébastien. À votre service, monsieur Ma Ernst. petite Heidi. Super. Donc, merci. Si tu peux remettre le script, s'il te plaît, juste pour finir. Donc, vous voyez que le mot et l'image est terriblement collé, quoi. C'est la même chose. C'est vraiment le même. Et en fait, c'est pas un script qu'on écrit après suite à l'image. Hein. C'est vraiment avant. Donc, il faut absolument. Et en fait, les bonnes. Enfin, pour être dans un bon. Merci. Pour être dans une bonne dynamique de production, vous êtes obligé d'avoir ça. Et donc, là, juste fini par ça, il faut vraiment, quand vous allez dans une prod, que vous êtes appelé, etc., intéressez-vous vraiment à qui dirige, qui réalise, comment sont les rapports de prod, quel est le budget, quand même, de savoir, par exemple, un budget en 2D numérique, 4,5 millions. Un budget en 3D, en 2D, c'est entre 6 et 8 millions, ou peut-être entre 5 et 7, on va dire. Et un budget en 3D, c'est plutôt entre 6 et 9 millions pour une série. Donc, généralement, c'est soit 78 x 7, soit 52 x 13, soit 26 x 26. Mais c'est toujours la même enveloppe. Grosso modo, c'est 10 heures, 10 heures et demie de série. Et si jamais vous n'avez pas ce budget, ça nous est arrivé à nous tous. On dit on va faire un film, on va faire 2D, mais t'as combien? J'ai 4,5 millions. Et tu dis mais on peut pas faire de la 2D classique avec 4,5 millions. Et donc là, tout de suite, il y a un problème, quoi. Alors c'est un peu économique tout ça, mais en fait, c'est aussi la façon d'avoir des bonnes conditions de travail, et c'est vachement important pour les auteurs d'avoir des bonnes conditions de travail. Mais ça fait parfaitement suite à nos questions. C'est parfait. Roma, toi, tu avais... non, parce que c'est toi qui a regardé les bons chiffres sur les accords. Je n'ai pas vraiment des chiffres à vous donner, c'était plus pour faire réagir notre panel sur la question des minima, des accords sur l'animation, sur un peu ces questions un peu périlleuses, mais très importantes, et la question aussi des grèves des scénaristes et des sensibilisations, donc à la formation, mais aussi à tout ce que l'on apporte des fois quand on est scénariste. Par exemple, je pense comme ça naturellement au fait de pouvoir écrire en anglais et qu'on ne met pas ça en avant, qu'on va le faire de manière naturelle alors que ce n'est pas notre langue maternelle. Donc voilà, je voulais vous faire réagir sur ces questions des grilles, des minima, avantages, inconvénients, schéma parcouru. Voilà. Oui, parce qu'on est émergent, donc déjà quand on dit qu'on veut nous payer, on est trop content. On trouve ça déjà ouf. Mais une fois qu'on a compris qu'on pouvait vraiment être payé, que c'était cool, comment ça marche les rapports. Voilà. C'est toi qui as suivi les accords. Ah oui. Tu as été active. Oui, mais je donnerai vite la parole à Anastasia, qui est quand même la scénariste
parmi nous. Alors, les accords, ça a été suite à un certain nombre de rapports qui ont été émis, de discussions entre les organisations professionnelles et les producteurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que finalement il n'y avait pas de règles établies dans la rémunération des scénaristes. Il y a eu des rapports faits par l'Observatoire des contrats de la SACD, il y a eu des études réalisées par le CNC, et à chaque fois ces études montraient des rémunérations extrêmement disparates entre les auteurs, et des rémunérations qui n'avaient pas évolué depuis plus de 20 ans. Voilà. Or, en 20 ans, on s'est professionnalisé, en 20 ans, l'industrie a terriblement changé, plus le coût de la vie, l'inflation. Donc il fallait faire quelque chose et donc analyser nos conditions de travail. Donc on a commencé par analyser toutes les conditions de travail des auteurs. On a établi un lexique pour savoir exactement ce qu'était un pitch, faire la différence entre un vrai pitch et un synopitch. C'est-à-dire qu'avant de mettre un chiffre sur combien coûte un travail, c'est d'abord définir ce travail. Donc pendant très longtemps, les producteurs comme les diffuseurs commandaient des fameux pitchs qui étaient en réalité des synopsis. C'est-à-dire que c'était des écrits qui pouvaient faire 2 à 3 pages, alors qu'un pitch, en principe, ça établit les grands événements de l'histoire sans nécessairement en avoir la conclusion. Et en gros, on a la thématique, on a le parcours du personnage principal, et ça doit tenir en une demi-page. Voilà. Et puis quand ça, ça doit faire l'objet d'une commande et d'une rémunération. Donc on a commencé par définir tout ça. Donc on a défini le pitch, on a défini ce qu'était un synopsis et sa longueur en fonction des formats. On a défini ce qu'était aussi un séquencier, un scénario dialogué. Donc une fois qu'on s'est bien entendu sur tout ce lexique, et sur aussi l'organisation du travail, donc la relation entre direction d'écriture, réalisation et travail du scénariste, on a pu établir une base, un tarif qui est un minima, toujours, mais qu'on a largement revalorisé, donc validé par les producteurs, qui ont quand même été largement revalorisés par rapport à la pratique. Évidemment, il y a des auteurs qui négociaient déjà des contrats et des tarifs qui étaient supérieurs à ces minima, mais dans minima, il y a minima. Et dans la relation de l'auteur-producteur, le gré à gré, c'est-à-dire la négociation, est une base, c'est un droit, c'est tout à fait légitime, donc on peut obtenir mieux. Mais en tout cas, on a corrigé tous les effets de bord, tous les effets les plus pervers. Donc voilà, donc c'était une avancée, Et puis quand on a une base, on a mis le pied dans la porte. Maintenant, on a mis en place un observatoire, c'est-à-dire dans chaque organisation professionnelle, il y a 3 personnes référentes qui suivent de très très près ces accords, parce que l'objectif, c'est de l'analyser, de faire le bilan au bout d'1 an, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour faire des propositions et faire évoluer. L'idée, c'est de pouvoir faire évoluer cet accord qui est valable jusqu'en 2026, si je ne me trompe pas. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on a vu énormément de choses. Il fait quand même pas mal de pages. On a travaillé sur les échéanciers, on a travaillé sur le nombre de versions, parce qu'évidemment, le nombre de versions est très important, là aussi, pour pouvoir déterminer ce qu'était ce minima. Donc, au-delà d'un certain nombre de versions, si on vous demande une version supplémentaire, il y aura nécessairement un paiement complémentaire. Excuse-moi, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que, enfin, deux choses rapidement. C'est évidemment, sur ces négociations, à tout moment, derrière notre tête, il y avait cette idée que il y a un fort risque que le minima devienne le tarif standard. Donc il était important que ces minima soient justement suffisamment
on va dire, au-dessus de la moyenne des rémunérations à l'instant T, en tout cas, de ces négociations, pour que ce soit, en tout cas, qu'on parte quand même d'un vrai progrès. Donc ça c'est une chose importante. Et je voudrais juste rajouter un petit élément de contexte aussi qui rendait aussi très important cette renégociation, enfin en tout cas l'idée d'ouvrir parce que mine de rien c'est une discussion avec les producteurs, c'est des accords, et c'est des accords qui, comme l'a mentionné Virginie, sont aussi appelés à être renégociés à l'avenir, mais ça vient aussi dans un contexte où pour les scénaristes d'animation, mais comme pour les scénaristes tout court, la part entre le contrat privé avec le producteur et la part de revenus venant des diffusions, des droits de diffusion, voilà, sont beaucoup. Cette part des droits de diffusion, pour diverses raisons, que ce soit les plateformes, avec un changement complètement vraiment de paradigme presque dans la gestion des droits de diffusion, où on l'a vu en animation avec des séries qui commençaient sur France 3, qui passaient sur France 4. On est rentré dans une logique, et qui va être notre futur aussi, d'une certaine... Ça ne veut pas dire que les droits de diffusion vont disparaître, mais on est rentré dans une certaine incertitude, et on ne peut plus s'appuyer là-dessus pour envisager nos revenus ou envisager le revenu d'une année. Et c'est vrai que cette logique de se dire, voilà, un scénariste professionnel, c'est quelqu'un qui peut en vivre. À partir de combien de scénarios on peut en vivre finalement quand on est en animation, toute cette réflexion-là était derrière les calculs et le travail de discussion autour des rémunérations. Pardon. Anastasia, tu veux rajouter des choses justement ? Oui, juste dire que si vous cherchez les accords, ils sont en ligne. Il y a une version, alors je crois que c'est la Guilde des scénaristes qui a mis une version qui est disponible gratos, une version simplifiée, et puis sinon vous avez les accords en entier, voilà. Effectivement, pendant très longtemps, on pouvait rien négocier avec les producteurs en animation. Le producteur vous dit, un 13 minutes, c'est 5 500 €, point barre, et tu négocies rien, et... Pardon ? C'est plutôt un 26 là. Oui, pardon, je voulais dire, ouais, voilà, c'est dans mes rêves. À 26 minutes, c'est 5500 et c'est tout. Ou un 13 minutes, c'est 2500. Et voilà, on pouvait rien négocier. Maintenant, grâce aux accords, au moins, il y a un minimum. Là où il y a eu un petit hic, c'est qu'en fait, il y a certains producteurs qui considèrent que le minimum, déjà, donc, pour eux, c'est un maximum. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Et d'autre part, certains producteurs considèrent que la commission agent devrait être incluse dans ce minimum. Sauf que si on prend la commission d'agent dedans, on n'est plus dans un minimum, vu qu'on enlève 10%. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il y a eu un gros mouvement de protestation en fin d'année dernière dans certaines productions. Et ça, c'est un truc qu'il faut souligner en animation, qui est plutôt cool, c'est que les scénaristes, entre eux, sont assez solidaires. Donc ça c'est bien, parce qu'en fait si le directeur d'écriture ou la directrice d'écriture lève le stylo en disant en fait je n'accepte pas ces conditions, et que les scénaristes font de même, du coup la production s'arrête, et comme le scénario est à la base de tout, y a plus de suite, quoi. Donc voilà, donc les producteurs ont fini par bouger un peu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, oui, donc effectivement il faut se renseigner sur les tarifs, il faut se renseigner auprès de vos des scénaristes qui sont sur la même série, parce que sur certaines séries il va y avoir 10 scénaristes, sur d'autres séries il va y en avoir 5. Dans tous les cas, ça peut arriver que les producteurs ne vous communiquent pas le nom des autres scénaristes, ou qui cachent le mail des autres scénaristes pour que vous ne puissiez pas communiquer entre vous. Donc ça c'est bon à savoir, ça se fait quand même de plus en plus. Ouais, si, c'est très courant maintenant. Je ne sais plus avec qui je travaille. Voilà, c'est super. Et c'est important oui, effectivement, on demande de plus en plus aux auteurs de parler anglais
directement, d'écrire en anglais. Or, l'anglais, déjà, vous avez vu, l'écriture, elle est très technique. Donc, tous les verbes d'action en anglais, je vous dis pas, c'est encore plus technique, en fait. Enfin, c'est vraiment très spécifique, l'écriture d'animation en anglais. Donc, on va vous demander de plus en plus aussi d'écrire directement en anglais, alors que la production, par exemple, c'est entre TF1 et ZDF, qui est une chaîne allemande. Donc, pourquoi écrire en anglais ? Alors oui, parce qu'après, c'est enregistré en anglais. Mais en fait, d'habitude, il y a des traducteurs. Bah oui, mais le producteur, en fait, ça l'arrange que l'auteur écrive directement en anglais parce que comme ça, il n'a plus à payer de traducteur. Et ça, en fait, il faut le faire. Bah oui, maintenant ils se disent, c'est pas grave, il y a ChatGPT, sauf qu'en fait, c'est horrible pour tous ceux qui regardent, qui lisent le script. Moi, j'ai des directeurs d'écriture anglo-saxons, ils pleurent. Ils reçoivent les scripts, ils disent, mais c'est pas anglais, c'est pas anglais. Et du coup, voilà, il faut valoriser. Si vous savez parler anglais, c'est un gros bonus. Mais il faut le valoriser. Et si le producteur vous dit non, non, tu seras payé au même tarif que tout le monde. Moi, ce que je fais, c'est que je dis ok, mais dans ce cas-là, je prends plus de temps. Voilà, parce que ça me prend plus de temps à écrire en anglais, donc je prends plus de temps. Au lieu de 10 jours pour te rendre un séquencier de 26 minutes, je vais te prendre 3 semaines. Voilà. Et après, c'est à prendre ou à laisser. Oui, mais bon, en même temps, si ça te prend plus de temps, c'est pas très rentable pour toi. Donc, non, mais des fois, il n'y a pas le choix. Oui, des fois, il n'y a pas le choix, mais je pense que c'est pas une excellente idée que... Non, mais tu sais, j'utilise le triangle de... Enfin, non, c'est les cercles là, time, money, oui. tu vois. Mais c'est oui. vraiment ça. C'est bon, tu veux de la qualité, mais tu veux pas me payer ? Ok, ça va prendre plus de temps. Voilà. Mais je suis d'accord, c'est pas... Mais sur Totally Spice, par exemple, ils refusent que j'écrive en français. Ouais, je trouve ça dingue, quoi. C'est dingue. Je pense surtout... que là, il faut peut-être être collectivement mobilisé sur, en tout cas, les séries qui ont des producteurs, des producteurs et des diffuseurs français. Et s'il y a une chaîne étrangère qui, en plus, n'est pas anglo-saxonne, refuser de... à un moment, peut-être qu'on soit mobilisé pour ne pas accepter des conditions comme ça. Je vais raconter une anecdote, c'est que moi, quand j'étais directeur d'écriture, j'ai eu un épisode qui a été refusé par un diffuseur français parce qu'il n'avait pas compris une phrase en anglais dans le synopsis. Et il voulait lire tout en anglais, alors qu'il existait aussi en français. Ouais, je voulais dire quand même aussi que les accords, vous pouvez vous trouver évidemment sur les sites des organisations professionnelles, mais évidemment sur le site de la SACD. Vous pouvez tout trouver sur le site de la SACD. Toutes les informations qui concernent les auteurs. Voilà, il est extrêmement bien fait et totalement transparent. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 de nous avoir prêté votre temps, votre expérience et vos anecdotes. On va passer, si vous avez des questions, on va passer le micro. Voilà, on a un petit peu de temps pour les questions. Ouais. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Alors je vais poser la question bête des scénaristes émergents. Si on est scénariste et qu'on n'a jamais écrit pour de la série d'animation, comment est-ce qu'on démarche des producteurs ? On envoie des mails. Qu'est-ce qu'on met dans les mails ? En général, on essaye de savoir qui est le directeur ou la directrice d'écriture. Donc ça, soit c'est par réseau, soit c'est lors des soirées, séquencettes ou n'importe quelle soirée. Ah, tu sais qui travaille sur quoi ? Peut-être qu'ils cherchent des auteurs, gna gna gna. Moi, je sais que j'ai démarré... mon premier job, je l'ai eu en... ça s'appelait Dimitri, c'était une série en stop motion d'ailleurs. Je crois que j'ai harcelé les producteurs au MIFA à Annecy, voilà. Et comme ils étaient en fin de série, du coup ils ont accepté que j'écrive. Donc en fait souvent quand on démarre, faut aller frapper à la porte des producteurs et si possible entrer en contact avec le directeur d'écriture. Ce qui est bien par rapport au live, c'est qu'il y a plus de taf quand même, parce que le format est tel que quand vous avez 52 épisodes à écrire ou 78, il y a plus d'auteurs qui vont écrire. Après, ça dépend vraiment des séries. Donc oui, contactez les directeurs d'écriture. Peut-être que s'ils sont en début de série, ils vous diront non, mon équipe est complète. En fin de saison, généralement, les auteurs sont un peu lessivés.
Donc ils sont plutôt ouverts à prendre là des auteurs pas encore expérimentés. Et sinon, une autre manière de bien commencer, moi vraiment c'était, même si c'était un peu le Vietnam, la coordination d'écriture sur Maille à l'abeille. La coordination d'écriture, ça permet de mettre un pas dans la porte, de voir comment fonctionne la relation entre la réalisation et la production, la direction d'écriture. Et souvent, du coup, on comprend comment fonctionne le métier. Et souvent, ça permet d'écrire ses premiers épisodes et ensuite de faire tremplin vers scénariste. Voilà. J'ajoute, c'est-à-dire que dans le développement, c'est toi qui me fais penser en disant ça, il y a coordination d'écriture, mais il y a aussi pas mal de boîtes qui ont un département développement, qui s'occupe des développements des projets. Et ça, c'est une bonne école, parce que vous voyez beaucoup de choses passer. Et généralement, du développement, vous pouvez faire de la coordination d'écriture, etc. Enfin, ça se passe souvent comme ça. Donc, c'est aussi une manière de rentrer potentielle. Voilà. Moi, j'avais une autre question, du coup, sur les manières de rentrer là-dedans. Est-ce que ça se fait aussi de rentrer en proposant, par exemple, un projet de série, sans savoir s'il va intéresser ou pas la prod, pour donner une idée de la manière dont on écrit Bien sûr. Mais c'est tout à fait. C'est de toute façon. Il y a plein de trucs, il y a plein de points positifs. C'est-à-dire que, comme disait Anastasia, il y a quand même beaucoup de boulot parce qu'il y a quand même un gros volume de prod. Effectivement, on est le premier exportateur. C'est le premier poste d'exportation, donc il y a quand même beaucoup de séries qui se font et donc il y a du boulot. Deuxième point positif, c'est que les producteurs du coup sont tout le temps à la recherche de nouveaux projets et d'essayer de se Mais pour ça, il faut vraiment connaître. Parce que les gens cherchent le marché, hein. C'est le marché formate un petit peu. Donc de toute façon, et même si donc il faut bien regarder, bien connaître, aller à Annecy, s'intéresser à l'anime, quoi. Il faut vraiment s'intéresser à l'anime. On vient pas comme ça, de nulle part. Et au contraire, envoyer un projet, trouver dans nos soirées speed dating de la graphe un auteur graphique pour faire un projet ensemble et puis proposer à des producteurs, c'est très recommandé. Micro, par contre, comme c'est enregistré, il faut le micro. Pardon, dernière question bête. Est-ce que ça se fait justement en tant que de proposer un projet en tant que scénariste seul, en fait, si on n'est pas en lien avec un auteur graphique, par exemple? Est-ce que ça peut être intéressant pour une boîte de prod? C'est vraiment une question que je me suis posée. Sincèrement, pas pour une boîte de prod. C'est assez difficile. À moins que tu aies vraiment un concept très, très unique et très particulier. C'est vraiment assez difficile. En fait, si tu veux, ça a beaucoup évolué, si tu veux, je pense que nous, on a connu des époques où, tu vois, je sais pas, il y a 10 000 ans, j'ai bossé pour une prod où je racontais une idée de série et on m'a pris rendez-vous pour déjeuner avec un diffuseur pour que je lui raconte et finalement on a fait la série, par exemple. Tu vois, mais ça n'existe plus du tout, ça. C'est-à-dire que c'est devenu extrêmement concurrentiel et comme c'est devenu extrêmement concurrentiel, maintenant pour qu'un diffuseur s'engage sur un projet, il faut que le développement soit très très avancé. Et ça veut dire un investissement important de la part du producteur. Donc il y a un enjeu financier très important dans le développement d'un projet. Et ça veut dire que effectivement ça. Mais c'est aussi pour ça, ceci dit, qu'il y a des dispositifs comme le fonds d'aide à l'innovation au CNC, que les dispositifs d'aide se sont aussi par exemple le fonds d'aide à l'innovation va aussi jusqu'à une aide au développement par exemple parce que justement on est dans une réalité où finalement pour faire vivre un projet il faut aller très très loin dans son projet. Dans la nouvelle réforme il y a quelque chose de bien, c'est l'aide au préconcept qui permet justement à un scénariste, à un auteur littéraire en tout cas, de développer un projet, de le soumettre sans qu'il y ait encore d'auteur graphique. Et ça va permettre d'avoir, si on a la chance d'avoir la subvention, de pouvoir avec cet argent aussi rencontrer un auteur graphique et pouvoir lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse travailler, parce que c'est pas évident de trouver la bonne personne et demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas est-ce que tu peux me faire des dessins comme ça pour rien, enfin bon, en tout cas ça permet, ça ouvre la porte et puis une fois qu'on a eu cette aide au préconcept, ça peut aussi
peut-être permettre une entrée chez un producteur, parce que ça a déjà suscité un intérêt. C'est ça. Une fois qu'on a... C'est vrai que ce type de dispositifs peuvent aussi avoir des validations, parce que, par exemple, pour rester sur la logique du fonds innovation, pardon, il y a une aide au pré-concept, il y a une aide au concept, une aide à l'écriture maintenant. Mais si tu veux, si tu as reçu un soutien en tant qu'auteur, puisque ça, c'est des aides qui sont dirigées directement vers les auteurs, si tu as déjà reçu cette aide-là, tu vas avoir une sorte d'entrée un peu plus facile à la deuxième étape, qui va être l'aide au développement. Et l'aide au développement, ça va être un financement qui ne va pas être uniquement pour les auteurs, ça va comprendre aussi elle va être dirigée vers le producteur. Et comme elle est dirigée vers le producteur, lui, il sait qu'il y a au moins un ressort sur lequel qu'il peut utiliser pour financer une partie du développement si le projet l'intéresse. Mais il n'empêche, voilà, que il vaut mieux passer par ce type de dispositif. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a la bourse Beaumarchais aussi. Hein. Il y a Beaumarchais la aussi. Bourse Beaumarchais de la SACD, mais là, il faut quand même un auteur graphique. Donc, il faut faire les speed dating de la graphe. Mais voilà, il ne faut pas aller chez un producteur avec un embryon d'idée. Il faut vraiment que ce soit... sauf si on est dans une logique vraiment purement de rencontre. Voilà, on fait une rencontre humaine et on dit, tiens, on parle du projet comme ça. Et ça peut arriver comme ça de pouvoir partager un projet encore embryonnaire, parce qu'on est dans une logique de rencontre sociale, quoi. Mais aller démarcher un producteur avec un projet qui n'a pas de graphisme, qui n'est pas très avancé dans son développement, qui n'est pas mûr, ça dessert plus que ça sert, en fait. En revanche, juste un petit bémol, les spec scripts, ça permet, moi je connais j'ai plusieurs exemples dans le cinéma avec un spec script qui est rentré, enfin j'ai 2-3 scénaristes qui ont réussi à rentrer comme ça dans le milieu du cinéma grâce à des spec scripts en animation et en live, hein, mais voilà. Et donc le deuxième conseil, c'est vraiment les directions de développement. Moi je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes, parce que comme on l'a dit, c'est de plus en plus cher. Donc il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au développement. C'est plus le producteur pratique. Enfin le producteur, évidemment, il est sur place. Ça dépend de la taille de la boîte, mais disons que les boîtes d'anime qui produisent quand même pas mal de séries en ce moment, elles ont quand même un département de développement, et donc il faut savoir qui développe, qui est la direction du développement dans chaque boîte, quitte à envoyer un script, quitte à faire du forcing, etc., etc. Et puis les rencontrer. À Annecy, il y a le pot de la graphe à 19h le mercredi de la semaine d'Annecy. Alors la graphe, il ne faut pas avoir déjà été, pas avoir déjà travaillé dans l'anime pour pouvoir y participer. Si. Ah. Pas les speed dating. Non, la graphe recrute ses adhérents. Pour être adhérent à la graphe, il faut être déjà professeur. Enfin, il faut être un auteur et avoir touché les droits de diffusion. Un contrat d'auteur et avoir touché les droits de diffusion. Donc voilà. Oui, une dernière question et après on ira boire et manger. C'est une question plutôt technique par rapport à l'écriture du scénario, parce que là, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut que ce soit super précis, pas de gras. Et donc, je me demandais justement à ce moment-là, je me suis dit, et comment ça se passe quand on est en train d'écrire une animation un peu hybride, comme dans ces films Qui veut la peau de Roger Rabbit. Quand on a des comédiens qui vont peut-être vouloir improviser, changer la réplique et qui vont interagir directement avec cette partie qui est animée du film. Quel est l'enjeu? Quelle est la plus grande difficulté? Merci. Le comédien est viré, voilà. Par l'auteur graphique lui-même. Je pense que Roger Rabbit est storyboardé. C'est-à-dire que Bob Hoskins devait jouer exactement comme le scénario le prévoyait. Et le storyboard. Et d'ailleurs, la plupart des films américains et de très grands réalisateurs sont storyboardés. C'est-à-dire que, alors ensuite, évidemment, il y a le gras. Nous, on a un cinéma un petit peu différent, etc. Et je suis sûr qu'il y a. Et puis c'est le cinéma, donc c'est un peu. Il y a d'autres moyens aussi que la série. Mais voilà. Mais je pense que le jeu de cet acteur, je ne suis pas sûr qu'il ait été storyboardé. Je pense que ce qui a été storyboardé, il y avait voilà, pas son jeu, il y avait effectivement toutes les intentions. Il a probablement été filmé
en laissant de l'espace pour préparer un petit peu son jeu. À partir de là, travailler en rough animation, et ensuite, on lui a donné toutes les indications de jeu de regard, et peut-être faire un deuxième jeu avec une projection ou un personnage virtuel. Mais c'est très ancien, et je pense que les techniques ont beaucoup changé, surtout. Depuis Roger Rabbit. On peut jouer, oui, parce que maintenant il y a des murs LED et on y a plein de choses différentes de la façon. Mais c'est toujours la même réponse finalement, c'est qu'il faut connaître très fortement la technique pour pouvoir inventer son prototype de son dispositif. Donc en fait, il faut de toute façon se connaître bien les techniques pour se dire ok, si je peux faire ça, je pourrais bricoler comme ça, etc. C'est toujours un peu du prototype, je disais du bricolage, mais il faut connaître la technique. Et donc je pense qu'il n'y a pas une réponse possible. En fait, peut-être qu'il a pu enregistrer le comédien avant puis l'anime après. Peut-être que l'anime a été faite avant et que le comédien. Alors dans le cas de Roger Rabbit, ça m'étonnerait parce que c'est 86, mais tu vois, aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui c'est super possible. Ouais, moi j'ai travaillé sur une série hybride qui s'appelle 7 nains et moi. C'était très technique. Parce que du coup on avait des quotas d'animation, il fallait que les nains en 3D apparaissent dans 300 plans, que la petite fille par contre elle apparaisse dans tant de plans, enfin c'était ultra technique. Il y a un truc à savoir, si vous voulez écrire de l'hybride avec des acteurs enfants, c'est dur de trouver des acteurs enfants qui sont vraiment bons. En France, ils sont pas toujours méga formés, en tout cas en live. En doublage, j'imagine que c'est différent, mais je sais que souvent sur les séries, ils prennent des acteurs anglo-saxons, parce que les enfants anglo-saxons là-bas, ils sont vachement plus formés. Voilà, c'est juste ça en termes de technique. N'écrivez pas une scène où voilà, c'est une petite fille qui joue avec un sourire de bienveillance et puis juste après elle se met à pleurer parce que sa mère est morte. Voilà, ça va être compliqué pour la réalisation. Sauf si on est sur un projet dans lequel on a beaucoup de temps pour filmer. Voilà, c'est ça. Du temps, de l'argent, super. Merci infiniment. Merci à vous et on se retrouve là-haut pour nos traditionnels pots d'après masterclass.